Salut Maëva, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Super, ça va, merci. Je te remercie pour d'avoir accepté l'invitation, ça fait toujours plaisir. Je commence un peu ce nouveau format et puis ça fait plaisir d'avoir des gens compétents et qui aiment leur métier. Avec Du coup, plaisir. pour commencer, je voulais surtout te demander quel est ton parcours, si tu peux te présenter un peu à nos abonnés. D'accord. Alors, moi, je m'appelle Maëva, je suis copywriter. Je me suis formée avec la formation de Stan Leloup, en partie, en plus de nombreuses lectures et de nombreuses mises, en pratique. Après, j'ai un parcours qui est plutôt atypique. J'ai fait pas mal d'activités différentes. J'ai été entrepreneur déjà pendant 2 ans et demi. J'avais ma propre auto-école et puis voilà, le milieu de l'entrepreneuriat me plaisait beaucoup. Mais j'avais besoin de cette liberté qu'on a en tant que web entrepreneur et qu'on n'a pas lorsqu'on a une auto-école et c'est bien plus prenant. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Donc du coup, oui, tu es un peu, bon, j'ai pas envie de dire autodidacte, mais bon, t'as pas un parcours classique. Tu t'es pas formé dans le digital ou tu as pas fait une école spécialisée ou une école de commerce ou toutes ces choses-là? Non, j'ai fait beaucoup de formations en ligne et puis ouais, je suis pas mal autodidacte aussi. OK, d'accord, très bien. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous faire un retour justement sur la formation de Stan Leloup? Bah, pour moi, c'est celle que je recommande toujours. Alors j'ai pas de lien d'affilié, je suis pas affiliée du tout. C'est vraiment, parce que Ouais, j'ai surkiffé cette formation. Moi, de toute façon, pour moi, il y avait qu'une seule, personne vers qui j'allais aller me diriger pour le copywriting, c'est Stan Leloup. Pour moi, vraiment, c'est le meilleur. Donc elle est top de chez top, la formation. Quand on veut devenir copywriter pro, je préconise de prendre la version pro parce qu'il y a des super intervenants. Il y a en plus, son autre formation, la solution qui est inclus dedans. Donc c'est une formation que je recommande, mais les yeux fermés. OK, d'accord. Ça, c'est super intéressant. C'est super intéressant et moi justement, je l'ai acheté il y a pas longtemps, je vais la commencer donc c'est plutôt bon à savoir alors. OK. Un truc que j'aime bien demander, que j'ai déjà demandé dans mon première interview, c'est, toi en tant que justement entrepreneur, tu dis en plus que tu as ça dans le sang, que tu as déjà fait ça avant, même si tu pas dans le même, domaine. Quel est ton pourquoi? Quel est mon pourquoi? Et ben, en fait, quand j'avais mon auto-école, je l'ai montée toute seule. Alors on est sur une grosse structure quand même parce qu'il y a quand même besoin de gros crédits, de gros, Ouais, enfin voilà, faut une voiture, faut un local, faut des agréments, faut donc c'est quelque chose que j'ai vécu seule, et qui a été très compliqué et je me suis rendu compte en fait que j'étais une excellente monitrice, mais pas une entrepreneur dans l'âme, que je n'étais pas capable de me vendre tout simplement. J'étais bien trop, OK, comme si un peu je trouvais qu'un peu comme si la vente était honteux, comme si le fait d'aller démarcher quelqu'un, c'était l'arnaquer, alors que finalement je vendais quoi? Une formation pour passer son permis de conduire et c'est toutes ces petites erreurs-là qui m'ont amenée à comprendre en fait que j'étais pas la seule déjà à avoir ce genre de problème lorsqu'on est entrepreneur. On peut être très, très bon dans son cœur de métier, mais être très mauvais dans la vente, ne pas oser se mettre en avant, ne pas oser vendre tout simplement et dans l'ère du digital, j'ai envie de dire encore plus parce que alors moi, une auto-école, les gens s'arrêtaient, venaient vers moi, j'avais pas besoin de démarcher. Aujourd'hui, ce que j'ai envie, c'est vraiment d'aider les entrepreneurs du web. Principalement, moi, ma cible, c'est les formateurs et les coachs qui OK. vendent tout ce qui est accompagnement, formation en ligne. J'ai envie de les aider à vivre de leur business en ligne. Aujourd'hui, j'en vis, j'en suis contente. Pourquoi? Parce que j'ai vu là où j'avais fait des erreurs, j'ai travaillé sur moi, je me suis formée dans la vente, vu que c'était vraiment mon truc qui était compliqué pour moi. Donc du Ouais, coup, mon ouais. pourquoi mon pourquoi, c'est vraiment de pouvoir aider, les entrepreneurs du web à vivre de leur business en ligne, voilà. C'est un super pourquoi. C'est un super pourquoi. Et donc du coup, ouais, c'est intéressant ce que tu racontes parce que ça veut dire que tu pars un peu justement d'une «faiblesse» entre guillemets et tu t'es orienté là-dessus pour en fait en faire carrément ton métier, quoi. Ouais, 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 j'ai du mal à supporter mes faiblesses et les garder en tant que faiblesses, donc je préfère, travailler dessus pour ensuite, Ouais, m'améliorer. ouais. Ouais, c'est super intéressant. C'est super intéressant. OK, d'accord. Donc du coup, tu disais que ta cible, toi, donc OK, c'est les formateurs plus les entrepreneurs du web. Du coup, qu'est-ce que tu proposes exactement à cette cible? Alors moi, j'ai 2 offres. J'ai une offre, pour les formateurs et coachs plus, avancés. Une offre où je OK, rédige à leur place,
Je ne rédige pas pour tout le monde parce que moi, l'intérêt, c'est qu'il y ait un retour sur investissement sur mes prestations. Si tu n'as pas de trafic, tu n'as pas de communauté, tu n'as pas de liste email, je pourrais te rédiger la meilleure page de vente qui soit. Ça, c'est Tout sûr. simplement, elle ne sera pas vue. Donc, dans ces cas-là, je refuse. C'est vraiment une prestation qui est là pour les personnes plus avancées. Ok, qui ont déjà un business en place et qui font déjà un certain Exactement. chiffre d'affaires. J'ai une seconde offre qui est une offre d'accompagnement dans le lancement de leur nouvelle offre, donc principalement le lancement de formations en ligne ou d'offres de coaching, où là, dans ces cas-là, on voit ensemble toute la stratégie pour le pré-lancement, le lancement, de manière à ce que ça se passe bien et qu'on puisse vendre. Donc là, je Ok, m'adresse plus à des personnes qui sont voilà, qui ont une formation en ligne, une offre qui a été testée, mais qui ont des problèmes en termes de stratégie, qui n'ont pas forcément de connaissances en termes de copywriting. Et du coup, je leur apprends tout ça. ok, super. Génial. Donc du coup, ouais, donc toi, t'es pas. Et donc du coup, au niveau copywriting, est-ce que donc tu me parlais justement donc toute la stratégie, etc. J'imagine que ça passe notamment par la rédaction de pages de vente, forcément. Est-ce que justement tu as une spécialité au niveau copywriting dans le sens où est-ce que tu t'es spécialisé justement sur les landing pages par exemple, ou est-ce que euh, on peut globaliser tout ça à justement des posts sur les réseaux sociaux, des emails, etc. Alors, c'est vrai, quand on entend copywriting, on pense à email marketing, on pense à page de vente, on Tout pense à à fait. landing page. Sauf qu'alors moi, j'ai une forte conviction, c'est qu'en fait, le copywriting, c'est partout, tout le temps. C'est juste une très bonne connaissance de ton client cible, un brin de psychologie humaine et de psychologie de vente, je vais y arriver. Et en fait, donc, tu peux l'utiliser absolument partout. J'ai suivi la formation de Stan Leloup, qui est quand même très centrée sur la page de vente et sur l'emailing. Mais en fait, quand tu comprends les principes, et c'est ce qu'il t'enseigne dans sa formation, il t'apprend les principes fondamentaux du copywriting, tu peux les réutiliser partout. Tu peux les utiliser dans tes stories, dans tes vidéos YouTube, tu peux vraiment, au quotidien, les utiliser. Ouais, bien sûr. Ouais, je suis d'accord avec toi parce que justement, un jour, je suis tombé sur un post LinkedIn qui disait, en gros, le gars expliquait la différence, en fait, enfin, selon lui, en tout cas, la différence entre le copywriting, comme il l'entendait lui, et la rédaction web d'un article lambda, etc. Et en gros, pour lui, le copywriting avait vraiment pour but de vendre, alors que la rédaction web, en soi, c'était juste écrire pour le web, peut-être juste à un niveau SEO, sans pour autant convaincre et persuader. J'ai trouvé cette approche un peu, euh, un peu radicale. Alors non, là, ce qu'il voulait expliquer, je pense, c'est juste les 2 métiers qui sont différents et qui sont pourtant souvent comparés. Le rédacteur web, effectivement, écrit, pour Google. Alors, il écrit aussi pour les lecteurs, donc il peut utiliser le copywriting de manière à captiver l'attention, à, utiliser le storytelling, parce que pour moi, ça fait partie du lot, mais il doit quand même prendre en compte tout ce qui est référencement naturel qui, pour moi, je trouve que j'ai trop de mal avec ça, tu vois? Ça, c'est Ouais, vraiment pas mon talent, c'est ok. hyper, pour moi, voilà, c'est hyper spécifique, c'est au rédacteur web, bravo à eux. Moi, ça me tue ma créativité quand j'écris comme ça, mais c'est vraiment un métier à part. À l'inverse, le copywriter, il écrit vraiment pour vendre, pour convaincre. Donc, ça peut être même pas pour vendre. Tu peux convaincre d'inscrire à la liste email, tu peux convaincre de cliquer ici, tu peux convaincre de répondre aux commentaires. Mais c'est vraiment quand même la différence entre le copywriter et le rédacteur web. Ok, ça marche. Super. Bon, ça va éclairer plus d'une personne, je pense. Parce que c'est vrai que, comme tu dis, l'amalgame est souvent fait. Du coup, pour en revenir à ce que tu disais justement, donc à ce que Stan Leloup enseigne justement, tu dis que c'est toujours justement les mêmes structures, etc. Moi, personnellement, j'en connais une essentiellement, donc j'imagine que tu la connais, c'est la structure AIDA. J'imagine que tu la connais. Est-ce que c'est une que tu utilises le plus souvent? Est-ce que tu en as d'autres à nous partager? Alors oui, ça va être la structure que je vais utiliser le plus souvent pour les pages de Ok, vente. C'est une structure qui est, euh, voilà, qui est juste connue, reconnue et qui fonctionne très très bien. Après, pour des textes plus courts comme des posts sur les réseaux sociaux ou comment on dit, des petits, tu sais, pour le e-commerce, je trouve pas mes mots. des fiches produits peut-être? Des fiches produits, merci. Dans ces cas-là, je vais plus utiliser une structure qui s'appelle PAS, Ok, problème, aggravation, solution. Après, il y en a d'autres que j'entends de temps en temps, mais finalement, en fait, le résultat est le même. Tu commences par parler du problème, tu amènes les conséquences
et tu viens emmener ta solution avant. Peu importe le nom qu'on donne aux structures, ça revient au même à chaque fois. Ouais, ouais. Au final, c'est peut-être plus une façon marketing de vendre la chose, mais on part toujours du même point pour arriver à la solution. Exactement. Après, je pense que certains ont voulu le donner peut-être leur propre nom, leurs propres mots pour leur propre marque, mais finalement, quand on décortique toutes les trames, elles se passent de la même façon. Ok, ça marche. Super. Donc effectivement, oui, je voulais en arriver au post sur les réseaux sociaux. Du coup, pardon. euh, Est-ce que pour toi, c'est parce que moi j'entends, en fait, je vois deux écoles. Je vois deux écoles. Donc typiquement, celle qui est peut-être la plupart des gens, ça serait de mettre par exemple un call to action à la fin, typiquement sur Instagram, et d'autres qui vont enseigner. J'ai déjà eu, bah, moi je suis encore étudiant, une prof qui m'a dit, par exemple, typiquement, on m'a dit sur Instagram, le mieux c'est de mettre le call to action au tout début de ta description. C'est quoi ton avis là-dessus? Mon avis, ça va plus être à la fin si on parle d'un post Instagram parce qu'en fait, la personne, si elle n'est pas convaincue, elle va pas passer à l'action tout simplement. Donc il faut vraiment, là tu vois, ce soir je fais un post, bah, j'emmène ça, je les emmène vers mon call to action, j'explique, je donne de la valeur, j'explique, pourquoi c'est important et puis là, la personne elle va être convaincue. Si tu le mets trop tôt, bah, tu vas toucher moins de personnes tout simplement. Par contre, à l'inverse, sur une page de vente, il faut savoir qu'on a tous des personnalités différentes. Ouais, Et moi, il y a un truc où je me bats un peu avec mes clients parfois, c'est quand on me dit non, mais moi, je veux une page de vente courte parce que j'aime pas les pages de vente longues, j'aime pas, je les lis pas. Sauf qu'en fait, bah, la page de vente, je la fais pas pour toi, je la fais pour tes clients. Et en fait, dans tes clients, eh ben, tu vas avoir différentes personnalités. Je sais pas si tu connais un peu les personnalités couleurs. En fait, tu as des personnalités qui ont besoin de lire absolument toute la page de vente pour être ouais, ouais. rassurés. Parce que tu as des gens qui sont un peu acheteurs compulsifs ou qui juste parce qu'ils te connaissent, ils vont acheter. Et ben là, tu mets ton call to action juste en dessous du titre. Tu vas pouvoir en mettre plusieurs parce qu'une page de vente, c'est long quand même. Souvent, j'en mets, tu vois, au moins 3. Tu Ok. en as d'autres, ils vont aller au programme, ils vont lire les témoignages et ils vont cliquer. Enfin, vraiment, chaque personne va prendre la page de vente comme il en a besoin. La Ok. page de vente, c'est le commercial dans un magasin. À l'inverse du commercial qui peut s'adapter à son client, bah, la page de vente ne peut pas. Donc, il faut qu'elle réponde à tout le monde et à tous les besoins. Ça marche. Ok. Oui. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir répondre aux différents types de personnes et satisfaire leurs besoins. Donc, celui qui veut acheter directement, bah, il peut cliquer directement. Et à l'inverse, celui qui a besoin, comme tu dis, d'avoir une page longue et qui veut tout lire, il va tout lire. Ok. C'est intéressant de savoir ça, c'est vrai, parce que c'est vrai que bon, je vois pas mal de pages de vente et c'est vrai que bah, moi, typiquement, je pense que je suis pas une des personnes qui va lire la page de vente entièrement, parce que c'est vrai qu'il y en a, elles sont vachement, vachement longues. Après, bah, comme tu dis, ça, tout dépend aussi de la maturité du prospect. Enfin, il y a plein de paramètres, j'imagine, à prendre en compte par Et rapport à ça. moi, je lis des pages de vente parce que j'aime les lire, j'aime voir comment elles sont construites, mais quand je veux acheter quelque chose, c'est parce que je connais le formateur, je sais ce qui est, je connais, j'ai confiance en son produit, et ce que je fais, c'est que je vais sur la page de vente et j'achète. Souvent, je la lis après par curiosité pour voir comment c'est construit, voir ses Ouais, bien arguments. sûr. Mais par contre, en tant qu'acheteuse, je ne lis pas la page de vente. Moi, je suis complètement dans l'achat compulsif en plus, donc vraiment, je ne les lis pas et c'est OK, il faut que ça corresponde à tout le monde. Je pense que tu as dit un terme qui est juste, c'est la confiance. Et j'en parlais justement dans mon précédente interview avec Pierre-Alexis. Et en fait, la confiance, c'est ce qui va faire justement, qui va transformer en fait une personne lambda en client complètement satisfait. En fait, la personne est déjà fan de toi, je pense, à la base. Et c'est ça qui fait qu'elle achète au final. C'est vraiment la base de chez base et tout à l'heure, tu me parlais d'Instagram. Pour moi, Instagram, c'est fait pour ça. Donc tes call to action sur Instagram, ils vont être d'acheter de temps en temps, mais en fait, pas tant que ça. Sur Instagram, moi, personnellement, je vais vendre en message privé. Dans les lancements, je vais vendre éventuellement en story. Je vais faire quelques posts, mais les posts, ils vont plus être là pour convaincre, ils vont plus être là pour répondre aux objections, ils vont être là pour mettre en confiance, pour prouver mon expertise. Mais du coup, mes call to action, ils vont être quoi? Répondre aux commentaires, ça va être éventuellement télécharge mon lead magnet, Ouais. mais ça, du coup, leur place est clairement à la fin.
Ok, ouais, c'est sûr. Moi, je suis dans cette école-là aussi. Surtout que, en l'occurrence, les personnes qui avaient avancé ça, son argument, c'était au final que la personne ne lirait pas la description entièrement. Sauf que, bah, je pense qu'une personne qui ne lit pas la description entièrement, je pense que du coup, elle n'est pas intéressante pour nous. Bah, et puis elle a aucune raison surtout de cliquer du coup. Après, tout Voilà. dépend de l'action qui est demandée, encore une fois. Si le call to action, c'est d'acheter la formation, et encore, comme je te dis, dans un post Instagram, c'est pas forcément. En plus, il n'y a pas de lien, il faut aller dans la Ouais, bio, ouais, on n'est faut pas aller, sur de la tu vois, promotion dans les posts. sur Instagram, on est moins sur ce côté page de vente où là, tu cliques et tu passes à l'achat direct. Donc, euh, donc non, pour moi, faut un minimum. Et même si les gens ils lisent pas tout, tu as des gens, ils vont regarder que les visuels et ton call to action, il peut apparaître dans tes visuels. Et pareil, tes visuels, ils vont être plus légers. Tu vas avoir un moins gros contenu et quelqu'un qui n'a pas envie de lire, bah, il va regarder les visuels et il peut être convaincu juste par tes visuels. Mais ça n'empêche qu'il va devoir voir ce que tu proposes avant de cliquer sur acheter. Ouais, clairement. On est bien d'accord là-dessus. Je voulais revenir sur un point. On a fait un peu justement la différence entre le copywriting et la rédaction web. Toi, ta définition du copywriting, ça serait quoi? Parce que justement, sur Internet, on trouve un peu tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que tu en penses? Quelle serait ta définition à toi? Moi, ma définition à moi, c'est vraiment, l'écriture persuasive, c'est le fait d'écrire pour convaincre. Mais alors pour moi, à l'inverse de tout ce qu'on peut lire, ça n'a absolument rien de magique. C'est des concepts qu'on connaît tous, mais qu'on n'applique pas. Moi, mes clients, je leur offre 2 livres. Je leur offre «Influence et manipulation» de Ouais. Robert Cialdini et je leur offre, «Comment se faire des amis» de Dale Carnegie. Alors, je Mhm. travaille avec beaucoup de femmes, autant te dire que quand elles voient ces 2 titres, elles me disent: «Non mais Maëva, tu es sûre que, moi je veux pas manipuler, je veux pas influencer et j'ai pas besoin d'amis». Donc les titres sont vraiment pas adéquats par rapport à ce qu'il y a dans ces livres. Je ne sais pas si tu les connais, Si, mais en si, j'ai fait, lu les deux en plus. Ouais. les fondamentaux du copywriting sont dedans. Et en fait, c'est juste de la psychologie humaine. Si tu veux parler avec les bons mots à ton client cible, connais ton client cible. Ouais. Apprends à le connaître, discute avec lui, comprends ses besoins, aide l'empathie pour lui, et tu verras qu'en fait, le copywriting, c'est juste quelque chose de naturel. Ouais, ça me fait penser que, avant cette demande d'interview, on avait parlé ensemble justement, tu me parlais que toi, tu avais rejoint le groupe de Yacine et justement, tu me disais que toi, ton métier, c'était justement, de travailler sur le persona à longueur de journée pour tes clients et qu'au final, toi, bah, tu avais eu du mal à le faire justement pour toi-même. Alors oui, 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 forcément, on est tous, le nez dans nos business et on a tous absolument besoin de se faire accompagner. Ça, c'est vraiment pour moi, se faire accompagner, c'est avoir quelqu'un au-dessus de nous qui a un peu de recul, sur ton business et qui va te poser les bonnes questions pour te faire réfléchir, sur ton activité. Ouais, clairement. Ouais, c'est ça. Ouais, comme tu dis, ouais, quand tu as le nez dans ton business, tu as pas forcément le recul nécessaire, justement pour prendre, bah, que ce soit les bonnes ou mauvaises décisions, mais surtout les bonnes. Donc c'est vrai que je pense que c'est important, comme tu dis, d'avoir quelqu'un, bah, voilà, qui a plus de hauteur, qui a peut-être pas de, qui est Il y a pas pas cette place. impliqué entre guillemets Oui, c'est «émotionnellement». ça, Voilà, c'est exactement c'est ça. ça. C'est ça, c'est ça. Je suis en train de regarder, tac, 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 est-ce que j'avais d'autres questions? Heu, pour toi, au niveau copywriting, donc toi justement tu fais, tu as 2 offres qui sont différentes. Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour toi? Qu'est-ce qui te paraît le plus enrichissant? Parce que du coup, tu as une offre où tu es peut-être plus, vraiment dans la pratique d'écrire des pages de vente, alors que dans l'autre, tu es vraiment dans l'accompagnement et je dirais, tu es plus dans la stratégie et dans l'écosystème du business au final entier. Alors moi, j'ai un vrai coup de cœur pour l'accompagnement. Je suis, une enseignante dans l'âme. J'ai fait ça pendant 5 ans dans une autre activité, mais en fait, ça reste présent. Donc j'aime OK, beaucoup, beaucoup accompagner mes clientes, vraiment dans cette stratégie de lancement. Alors mon accompagnement reste très focus copywriting parce que bien je sûr. les bassine avec ça à chaque séance. Je leur fais rentrer dans la tête tous ces différents principes pour qu'elles les mettent, en pratique et le résultat entre avant et après est flagrant. Parce qu'en fonction des niveaux, bah, ils ne sont pas tous en lancement à la fin. Moi, j'ai des personnes qui me contactent qui sont vraiment au début de leur activité, qui Mmh. veulent lancer une formation, mais qui n'ont pas d'abonnés sur Instagram, qui n'ont pas de liste email.
Donc, on part dans toute cette stratégie de construction pour qu'ensuite, ils aient une stratégie claire, une bonne communication pour pouvoir attirer les abonnés, attirer des gens dans leur liste email et pouvoir mettre en place leur stratégie de lancement. Et en fait, je me rends compte qu'elles ne communiquent plus du tout comme avant. En fait, ça devient tellement naturel. Le avant-après, il faudrait que je les filme presque, il faudrait que j'enregistre leur story parce que c'est plus du tout les mêmes personnes. Et pourtant, vraiment, pour moi, le copywriting, c'est rien de magique, quoi. C'est juste que je leur fais remettre les phrases dans le bon sens. Ouais, bien sûr. Bah, c'est comme tu disais, hein, je pense qu'au final, le copywriting, on maîtrise plus ou moins, enfin, maîtriser, je m'entends, mais on a tous plus ou moins les bases et comme tu dis, c'est juste qu'on les applique pas, tout simplement. Et je pense que le gros problème, c'est même pas tellement de les appliquer. Parce qu'après, il y a quand même une prise de conscience à avoir sur le fait, se débloquer aussi de pas mal de blocages psychologiques sur la vente, ne pas oser parler de ses tarifs, ne pas oser vendre, ne pas oser. Alors qu'il y a plein de choses à mettre en place qui se font tout en délicatesse et il n'y a pas de forcing en fait. Mais j'ai perdu le fil. Le problème, le plus gros problème que je rencontre, en fait, c'est qu'il y a très, 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 très peu de gens qui connaissent vraiment bien leurs clients cibles. Et du coup, ils n'ont pas une communication adaptée Ça, parce qu'ils c'est ne le connaissent pas. Ils ouais pensent et le connaître. malheureusement, c'est la base. Mm. Malheureusement, c'est la base et effectivement, c'est vrai que, bah, quand tu connais pas ton persona, c'est un peu comme si tu jetais une bouteille d'eau à la mer, quoi. Non, non, c'est exactement ça. Et la plupart des gens, vraiment, tous ceux aujourd'hui avec qui j'ai travaillé, il n'y a pas un persona qui est assez approfondi. OK, Clairement pas. d'accord. Donc toi, justement, par rapport à ça, tu conseillerais alors je sais c'est subjectif, mais tu penses qu'il faut y passer combien de temps justement à établir ce persona? Toute ta vie d'entrepreneur. C'est intéressant comme réponse, c'est sûr. Il peut évoluer au fur du temps. Exactement. Tu fais une enquête au début, c'est une enquête qui est très, très longue parce que alors pareil, hein, c'est bien mignon les templates à remplir, mais en fait, c'est pas à toi de remplir cette template, c'est à ton client cible. Donc moi, je vais créer un questionnaire, je vais aller au charbon parce que le questionnaire après, il va pas se remplir tout seul. Je vais aller dans les forums, je vais aller dans les groupes Facebook. J'ai toute une phase hyper proactive où je cherche à faire remplir mon questionnaire par les gens. J'ai une autre phase de recherche où c'est moi qui passe du temps sur les forums, sur les groupes Facebook, à faire copier-coller des questions qui sont posées, des phrases, des réactions en OK. commentaire. C'est tout un travail que je fais pour mes clients quand je rédige pour eux. Ça prend énormément de temps. Mais par contre, c'est hyper important. Après, je fais en sorte de recontacter les personnes qui ont répondu à mon questionnaire. On se fait un Ouais. Zoom, on discute en face à face parce que j'ai besoin de voir leur expression, j'ai besoin vraiment de savoir ce qu'ils ressentent, comment ils vivent les choses. Et il n'y a que comme ça que je peux vraiment leur parler avec leur moi eux parce que finalement, après, je les connais. Ouais, bien sûr. Et puis après, quand je dis toute ta vie d'entrepreneur, c'est parce qu'en fait, c'est quelque chose que tu dois faire en continu. Tu dois rester toujours proche de ton client cible, toujours à l'écoute, toujours en train de discuter avec, lui demander quelles sont ses problématiques, parce qu'effectivement, elles vont évoluer. Tout évolue tellement vite qu'il faut vraiment rester à l'écoute. Donc au final, l'Instagram, ça te sert aussi à ça, Beaucoup. j'imagine. Et du coup, une question qui me vient là par rapport à ce que tu dis, les entrepreneurs pour qui tu écris, est-ce que donc je parle des entrepreneurs avancés là, est-ce que c'est déjà arrivé justement que ces personnes-là, tu aussi besoin de retravailler, leur persona ou pas du Oui, tout? si, OK, complètement. c'est Complètement intéressant. parce que pareil, je vais avoir des informations, hein. On va me dire: «Il est sur tel réseau», on va me dire: «Il fait tel métier, il fait ça, il fait ça». Mais par contre, on me dit pas à quoi il pense. On me dit pas quel est son problème. Moi, j'ai besoin de savoir quel est son problème à ton client cible, quelles sont les conséquences, comment ce problème impacte sa vie, qu'est-ce qu'il ressent face à ce problème, qu'est-ce qu'il a déjà essayé pour résoudre ce problème? Est-ce que ça a fonctionné, pas fonctionné? Comment il s'est senti par rapport à ça? Et j'ai besoin de connaître tout le côté émotionnel pour vraiment savoir lui parler, appuyer un peu là où ça fait mal. Alors on n'est pas dans de la manipulation, mais c'est juste qu'il faut savoir que l'être humain est très centré sur lui-même et qu'il n'écoutera que si tu lui parles de lui. Donc si je commence à parler, et ça c'est quelque chose que je fais facilement en story, je vais raconter une histoire et je vais dire j'ai eu tel client aujourd'hui, il avait tel et tel problème, du coup, et en fait les gens ils sont là, ils se disent mais moi aussi j'ai tel problème, et là ça Ouais, les intéresse, c'est ce que je dis. ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais.
clairement. Et c'est intéressant du coup parce que ça veut dire qu'en fait, même des entrepreneurs, entre guillemets «établis», qui ont déjà un bon business qui tourne, au final ont encore, besoin de le retravailler au final. Donc ça veut dire que même quand tu as pas un persona, alors c'est sûr, l'idéal c'est de le travailler dès le début, mais ça veut dire que, potentiellement c'est possible, hem, de «réussir» entre guillemets, mais de pouvoir lancer un business et d'en vivre sans avoir au final, complètement, fait justement ce travail qui est, bah, comme tu l'as dit, je pense que c'est la base des bases d'avoir un persona, très bien établi, quoi. C'est ça. Par contre, c'est ce qui va faire la différence, c'est que souvent un entrepreneur qui va gagner de l'argent avec ses formations, le jour où il va prendre un copywriter, ça va changer sa vie. Parce que du coup, il va vraiment vendre. Il vendait déjà et là, il va vendre encore plus. Ouais, clairement. Ouais, bah, oui, ça c'est sûr que ça c'est inévitable justement. Je pense que l'effet, il est peut-être encore plus explosif sur des business qui tournent justement et qui ont pas, le copywriting adapté justement, aux personas. Ça c'est clair, c'est clair. C'est intéressant en tout cas, c'est super intéressant. Est-ce que dans les questions que j'avais prévues, j'étais tout bon? Est-ce que toi tu voulais nous parler de quelque chose en particulier au niveau du copywriting, quelque chose qui te tient à cœur? Bah, non, je pense que là, on en a quand même dit beaucoup. Hem, non, je dois éventuellement rappeler qu'il y a aussi le fait que je fais toutes ces recherches pour mes clients aussi parce que j'ai besoin de m'imprégner, moi, du persona, comme c'est moi qui écris. Mmh. Il y a toute une phase de recherche, du coup, sur le client cible, mais aussi sur mon client à moi. Parce que j'écris pas en mon nom, j'écris en son nom à lui. Bien Donc, sûr. voilà, quand je fais une mission copywriting pure où c'est moi qui rédige, ça prend du temps parce que j'ai vraiment toute cette phase de recherche pour approfondir le persona, donc ça aide mon client. Moi, ça m'aide beaucoup aussi parce que c'est moi qui vais écrire finalement Ouais, et puis aussi pour prendre connaissance de mon client à moi, de sa personnalité, de comment il écrit, comment il parle, ses petites expressions, ses petits pour qu'on le reconnaisse lui et pas moi. bien sûr. Et donc, du coup, toi, donc ça, c'est bon, c'est purement, on va dire d'entrepreneur à entrepreneur. Toi, tu utilises Instagram. Je sais pas si tu utilises d'autres réseaux sociaux où tu communiques dessus? Alors moi, j'ai un groupe Facebook qui est, D'accord? tout récent qui est tout récent, mais ça me permet de pouvoir toucher des blogueurs, en fait, qui sont sur Facebook et OK, pas sur Instagram. Instagram, c'est quand même un milieu, à part, hein c'est mais sûr. sinon, c'est principalement Instagram. Aujourd'hui, je vais commencer à penser à YouTube, parce que c'est quelque chose Ouais, que j'ai vraiment envie de développer, la vidéo, mais voilà, step by step. tu as raison, c'est clair, c'est clair. Et du coup, donc ouais, ce que je voulais associer à ça, donc, est-ce que toi, tu prospectes ou justement tu es plus, dans cette démarche, d'inbound marketing, et justement tu essayes de prospecter le moins possible en tout cas? Alors le terme prospecter, je prospecte pas, je prospecte pas. Après, je peux pas dire que je fais que de l'inbound parce que c'est pas vrai non plus. C'est vraiment une stratégie globale où, bah, j'ai mon contenu qui vient appuyer mon expertise, qui vient attirer mes Bien clients sûr, cibles sur mon compte. J'ai, mes stories qui permettent de créer du lien, de donner envie aux gens, bah, éventuellement de travailler avec moi, de rentrer en contact avec moi et après je discute énormément sur Instagram. Je ne prospecte pas, donc je ne leur propose pas comme ça: «Bonjour, ça te dirait un rendez-vous tout?» on est bien mais par d'accord. contre, je discute, donc je crée du lien, j'envoie des messages de bienvenue, je suis régulière et du coup les gens, viennent à moi naturellement. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des abonnés depuis longtemps et je reviens à la charge juste comme ça: «Salut, ça va alors? Quoi de neuf depuis tout ce temps? Tiens, au fait, bah, ça tombe bien Maëva que tu m'aies envoyé un message parce que j'ai besoin de toi» et on signe. Donc je peux pas appeler ça de la prospection. Oui, oui, Vraiment, c'est sûr, on est je d'accord. papote. On est d'accord. Oui, oui, non, mais c'est sûr que le mec qui vient t'envoyer un message et qui te propose ses services, dès le premier contact, c'est sûr que ça, on l'a tous connu et on est bien d'accord que c'est pas la bonne manière de faire. C'est ça. Je voulais rebondir sur un truc. Toi, du coup, parce que c'est vrai que c'est pareil sur Instagram, tu as 2 écoles. Tu as ceux qui sont pour les ce qu'on appelle les welcome DM et ceux qui sont contre. Donc du coup, toi, Moi, je tu suis disais que pour. tu les faisais, ouais? OK. Mmh. C'est donc tu trouves ça bien, du coup? Je trouve ça très, très bien parce que du coup, je sais qui sont mes abonnés, je crée du lien avec eux. Il y a ceux qui vont pas me répondre et c'est encore une fois, c'est OK, il y a pas de problème. Et il y a ceux qui me répondent, il y a ceux avec qui ça va engager des conversations. Le nombre de fois où on me dit: «Ah mais ça me fait super plaisir, c'est super rare qu'on fasse ça» et juste on discute et vraiment toutes les mes abonnés sont pas forcément mes prospects.
Enfin, il y a des gens, ils sont juste des abonnés et Bien sûr. tu découvres des personnalités super. Moi, je suis quelqu'un qui donne sans compter, je donne énormément de valeur. Tu viens me parler en privé, tu as des besoins, tu vas me poser des questions, je vais te répondre, mais avec grand plaisir. Et du coup, au-delà de prospecter, ben, j'ai des ambassadeurs en fait. J'ai des gens qui vont parler de moi, qui vont dire bah tiens, j'ai parlé avec Maë l'autre jour, elle m'a aidé, c'est super sympa, elle n'est pas là à me proposer un rendez-vous téléphonique à Ouais, chaque fois ouais, qu'on pose c'est une clair. question, quoi. Ouais, ouais, je comprends tout à fait, ouais, c'est clair. Le welcome DM, il est introduit. OK. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que justement, tu en as qui vont plus te dire: «Ouais, si tu fais ça, tu leur sautes dessus» et cetera et justement, je pense que c'est comme tu le disais, c'est que je pense qu'il y a la manière de faire, en fait et justement de, bah, même si tu lui envoies juste un message de bienvenue, de pas tout de suite, hem, lui sauter dessus 2-3 messages après pour lui vendre tes services, mais comme tu disais, apprendre à faire connaissance, répondre à ses problématiques, lui donner de la valeur gratuitement et c'est ça qui va, bah, justement, comme tu dis, faire de ces personnes-là, en fait, tes ambassadeurs et potentiellement derrière, toi, tu vas avoir des clients grâce à ça. C'est ça. Je pense qu'aussi, c'est l'intention avec laquelle on y va. Des fois, on se bloque tout seul. Alors, on peut avoir une intention qui va être plus vente directe et du coup, bah, on fait ressentir les choses indirectement quand même. La personne qui va nous répondre, elle va bien vite sentir. Et sinon, c'est quoi tes objectifs? Comment ça va ton entreprise? Comment... Enfin, on sent venir le truc quand même. Moi, j'y vais vraiment très naturellement. Salut, ça va? Mon premier message, il est hyper simple. Je rebondis éventuellement sur quelque chose qu'elle a déjà publié ou qu'il a déjà publié. Mais ça reste quelque chose de simple et vraiment, je ne vais pas à l'attaque. Après, c'est vraiment aussi une conversation que j'ai avec mes clientes souvent qui me dit mais non, j'ose pas, qu'est-ce que je vais leur dire, ça va les gêner, tout. Et finalement, souvent au bout d'une semaine à faire ça, elles me disent non mais c'est fou, on m'a proposé un live, on m'a proposé ceci, j'ai rencontré telle personne, j'ai appris ça sur mon client cible. Juste, faut être, on est des humains, discutons entre humains. Ah ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Bah, écoute, je pense qu'on est plutôt pas mal. Je m'étais fixé à peu près 30 minutes, donc c'est super. Je vais couper l'enregistrement.